Donc, nous allons commencer par un aspect assez typique et assez simple à reconnaître en imagerie, bien sûr, en tenant compte du contexte clinique. Donc, c'est cet aspect de pneumonie franche lobaire aiguë qui va se présenter sous cette forme. Donc, ce que nous avons déjà vu, vous voyez ici sur cette radiographie thoracique, cette opacité qui est lobaire supérieure droite, qui est homogène, qui est bien systématisée. Donc, c'est une opacité de type alvéolaire avec en son sein, on retrouve des petites zones qui sont aériques correspondant aux branches qui ne sont pas remplies et donnant l'aspect de bronchogramme aérien. Cette opacité de type alvéolaire a des limites floues, sauf ici au contact de la scissure où le contour est net et ce qui est représenté ici sur ce schéma. Elle est localisée, mais parfois elle peut atteindre tout un poumon quand c'est une infection qui est grave. La caractéristique aussi de cette atteinte, c'est que si la guérison clinique peut être rapide au cours des 2 ou 3 premiers jours, le nettoyage radiographique est encore plus long. Donc, il se fait en 1 à 2 semaines. Donc, d'où l'importance de ne pas faire un contrôle radiologique précoce et d'attendre donc 2 semaines pour refaire la radiographie. Parce que même si cliniquement le patient il est bien, il peut toujours avoir des images radiographiques. Donc, à côté de cet aspect de pneumonie lobaire aiguë, on a l'aspect de bronchopneumonie. Alors là, nous aurons, comme ce qui est schématisé sur ce schéma, plusieurs opacités, donc de type alvéolaire, qui ne sont pas systématisées, qui sont bilatérales ou unilatérales. Le bronchogramme n'est pas retrouvé et alors on a des zones comme ici, donc des zones de parenchyme sain entre ces atteintes alvéolaires. Donc ça, c'est le deuxième type d'atteinte de pneumopathie bactérienne, donc bronchopneumonie et pneumonie franche lobaire aiguë. Ces opacités sont encore mieux individualisables sur le scanner. Donc vous voyez ici cette coupe scanographique en fenêtrage parenchymateux. Vous voyez une atteinte bilatérale, donc une atteinte donc du côté droit, donc plusieurs foyers de condensation dont les contours sont mal définis. On peut avoir, donc le troisième type, c'est une forme de dissémination hématogène qui va donner plutôt un aspect nodulaire. Donc ces nodules, en général, c'est en rapport avec une contamination par un foyer infectieux à distance. Donc nous aurons, comme sur ce scanner, plusieurs nodules bilatéraux de taille variable qui sont peu confluents et qui ont des limites plus nettes par rapport à l'aspect de bronchopneumonie, témoignant donc d'un mécanisme de dissémination plutôt hématogène. Alors, ça, c'est les 3 types de formes d'infection bactérienne qu'on peut avoir. Pneumonie franche lobaire aiguë, donc c'est une opacité homogène qui est systématisée. Bronchopneumonie, qui va donner plutôt des foyers alvéolaires dispersés avec du parenchyme sain au milieu, et où l'infection par voie hématogène donnant des nodules plus ou moins à limite plus ou moins plus nettes et qui peuvent être, comme j'ai dit, unis ou bilatéraux. Alors, pour les formes évolutives des infections bactériennes, on peut soit avoir une régression donc des lésions, donc une bonne évolution avec un nettoyage, comme j'ai dit, ce qui est une notion importante, un nettoyage radiologique qui est tardif par rapport à la clinique, donc il va prendre en général 1 à 2 semaines, voire 3, soit au contraire,
une absédation, donc avec l'apparition d'une lésion cavitaire qui peut oui, avoir ou non un niveau hydroaérique. Donc sur cette radiographie thoracique, nous avons ici donc ce que vous voyez, donc des images de niveau hydroaérique avec du liquide qui est en bas et de l'air qui remonte au haut. Donc sur cette image scanographique aussi, donc une image cavitaire. On avait dit qu'il faut voir au cours de l'image cavitaire, il faut voir le contenu. Ici, il est aérique et liquidien, donc avec un niveau hydroaérique, et la paroi est régulière et pas vraiment épaisse. On peut aussi avoir, en plus de l'atteinte parenchymateuse infectieuse, une atteinte extra-parenchymateuse, qu'elle soit pleurale et sous forme d'un épanchement qui peut être faible s'il est juste réactionnel ou abondant s'il existe une dissémination infectieuse au niveau de la cavité pleurale, ou avoir une atteinte ganglionnaire, donc des adénopathies médiastinales ou hilaires. Cette atteinte infectieuse peut passer à la chronicité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de guérison ni clinique ni radiologique. Alors là, il faut penser soit à une résistance à l'antibiothérapie, et donc changer d'antibiothérapie, bien sûr il faut faire un antibiogramme, ou penser à une pathologie cancéreuse sous-jacente. Il y a aussi parfois un passage à plutôt l'apparition de lésions séquelaires sous forme de cicatrices fibreuses, de pneumatocèles ou de dilatation de branches. Donc l'infection peut évoluer de façon très différente, soit guérir, soit persister et faire craindre et faire rechercher d'abord une résistance à une antibiothérapie avant de penser à une pathologie cancéreuse sous-jacente, soit donner des séquelles ou aussi être associé à une atteinte extra-parenchymateuse. Alors, pour un peu aussi, même si je me répète, donc en fonction du germe, l'aspect radiologique il est différent. Donc le pneumocoque, il va nous donner ce qu'on appelle une pneumonie franche lobaire aiguë. Le staphylocoque, il va donner plutôt des bronchopneumonies avec une tendance à l'apparition d'abcès. Les grammes négatifs, ils donnent plutôt des lésions aussi cavitaires. Elles surviennent chez des patients immunodéprimés en général. Et les germes anaérobies aussi donnent des lésions nécrosées, donc cavitaires, et sont associées fréquemment à une atteinte pleurale. Donc ça, c'était pour les infections bactériennes. Pour les pneumopathies virales, c'est des pneumopathies qui sont très fréquentes. Elles sont souvent bénignes, parfois très graves. Et là, on est tous témoins de la gravité de l'atteinte virale qu'on connaît. Donc, le diagnostic est en général clinique, épidémiologique, et la radiologie est pauvre, puisque la radiographie thoracique est le plus souvent normale. Au maximum, au début, on peut avoir un épaississement péribronchovasculaire, comme ce qu'on voit ici sur cette radiographie thoracique, avec cet épaississement péribronchovasculaire qui est périhilaire. Et si l'infection est plus sévère, on peut avoir des bronchopneumopathies qui ne sont pas systématisées et qui ont cet aspect un peu floconneux. L'évolution en général, c'est la guérison, puisqu'on a dit que c'est des lésions bénignes. Maintenant, donc au cours de ces 2 années, nous avons tous connu le coronavirus avec tous les dégâts qu'il a pu causer. Et c'est un peu le contraire de toutes ces lésions virales qu'on dit où l'imagerie n'a pas un grand rôle. Le coronavirus a démontré que l'imagerie a un rôle très important, que ce soit au cours du diagnostic initial ou dans le suivi. La traduction radiologique est différente. On peut avoir beaucoup d'aspects. Et c'est surtout le scanner qui est l'examen le plus important pour la détection, l'analyse des lésions. On peut même donner un score d'atteinte parenchymateuse témoignant de la gravité des lésions pulmonaires. Et donc, sur ce scanner thoracique, qui peut être réalisé avec
ou sans injection de produits de contraste en fonction de ce qu'on veut rechercher. Les aspects évocateurs, en général, c'est ces aspects d'opacité en vert de poli que vous voyez ici. Donc, opacité en vert de poli, c'est-à-dire une augmentation de la densité parenchymateuse tout en laissant percevoir la vascularisation et les branches. Donc, ces opacités en vert de poli ont tendance à être bilatérales, donc c'est les deux poumons. Ils ont plutôt une distribution périphérique. Regardez sur cette image de reconstruction coronale, nous avons une disposition plutôt périphérique des lésions. On peut avoir aussi des condensations parenchymateuses, c'est-à-dire des lésions qui effacent la totalité, donc où on ne voit plus de parenchyme ni de structure vasculaire. Alors, sur le scanner, on peut aussi avoir des embolies vasculaires. Le coronavirus donne aussi beaucoup d'emboles vasculaires et donc pour rechercher des embolies pulmonaires, il faut bien sûr faire un angioscanner, c'est-à-dire injecter un produit de contraste. Donc sur cette coupe scanographique après injection de produit de contraste en fenêtrage médiastinal, vous voyez bien ici donc l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire qui est bien opacifié, donc tout ici. Alors là, on a cette branche où on a plutôt une sorte de matériel qui est hypodense. Ce n'est pas du tout comme un vaisseau qui est rehaussé, donc témoignant d'une obstruction vasculaire et donc d'une embolie pulmonaire. Donc le coronavirus, c'est une atteinte virale où l'imagerie a un rôle très important et c'est surtout le scanner où il faut rechercher ces lésions. Donc, on passe à la tuberculose pulmonaire. Donc, la tuberculose pulmonaire est due, comme vous le savez, au Mycobacterium tuberculosis ou BK. La lésion élémentaire est un granulome épithélio-gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. Une fois que le caséum sera éliminé par la branche de drainage, il va laisser une cavité, ce qu'on appelle caverne. L'évolution se fait vers des calcifications et des réactions fibreuses. Alors, plusieurs aspects en fonction de la phase de l'infection et de l'état immunitaire du patient. On reconnaît deux phases. La primo-infection, c'est-à-dire le premier contact avec le BK, notamment chez l'enfant, où la radiographie réalisée est peut-être normale dans quasiment 50% des cas, ou retrouver un nodule parenchymateux apical qui est en général régulier, avec une adénopathie satellite qui peut être compressive, entraînant un trouble de ventilation, donc qui est la télectasie. Donc sur cette radiographie thoracique, si vous vous rappelez, on avait dit que parmi les lignes médiastinales qu'on avait, c'était la ligne paratrachéale droite, et donc on avait dit que tout dépassement, tout épaississement de cette ligne traduit une atteinte. Et là, nous avons un important épaississement de cette bande paratrachéale droite, témoin de l'existence d'une adénopathie à ce niveau. Alors, sur un scanner, donc ça c'est un scanner thoracique, bien sûr, fenêtrage médiastinal. Vous voyez ici la trachée qui est aérique, la même chose que le poumon, et vous voyez ici les vaisseaux qui sont bien rehaussés, et vous voyez ici une adénopathie qui est nécrosée. Donc, après la primo-infection, nous avons la tuberculose en phase d'état qui a une sémiologie radiologique plus riche, et l'atteinte va se localiser plutôt au niveau des lobes supérieurs. Donc nous pourrons avoir différents aspects, soit un infiltrat micronodulaire ou réticulomicronodulaire, des cavernes, une miliaire bilatérale en rapport avec, comme on a déjà dit, une dissémination hématogène, ou des opacités de type alvéolaire en rapport avec donc des pneumonies ou bronchopneumonie tuberculose. Donc je vous ai schématisé ici un aspect un peu de miliaire. Donc, ce qu'on retrouve sur ces deux radiographies thoraciques, avec ces petits grains, ce semi très fin qui est dispersé au niveau des deux émichants pulmonaires en rapport avec une miliaire. Donc, vous voyez ici
Donc, sur ce schéma, vous voyez là, donc une image cavitaire, une autre ici, avec une paroi que nous avons ici et un contenu qui est aérique. Donc, c'est une caverne tuberculeuse et c'est un aspect assez classique de la tuberculose. Donc, on peut avoir ces sortes d'atteintes parenchymateuses sous forme d'infiltrats réticulaires et nodulaires dans la topographie apicale et en rapport et en faveur d'une tuberculose. Donc, la tuberculose est une pathologie qui donne beaucoup de séquelles et ces séquelles sont facilement reconnaissables sur la radiographie thoracique. Il peut s'agir de calcifications, donc ces calcifications sous forme de nodules uniques ou multiples, parfois des calcifications linéaires. Donc, quand ça donne une sorte de nodule calcifié, on appelle ça un tuberculum. Et si vous voyez sur cette radiographie thoracique, nous avons cette image très dense correspondant à un nodule calcifié, donc à un tuberculum. La fibrose, donc c'est des opacités plutôt linéaires, rétractiles au niveau des apex. On peut avoir une image excavée à parois fines ou on peut avoir des dilatations de branches. Donc, une multitude d'aspects de lésions séquelaires post-tuberculose. Donc, vous voyez ici un peu des modifications qui peuvent survenir avec le temps. Donc, sur cette image scanographique en fenêtrage parenchymateux, nous avons cette lésion cavitaire avec un contenu qui est purement aérique, avec une paroi qui est assez régulière, associée d'ailleurs à une atteinte parenchymateuse adjacente sous forme d'opacité linéaire, de discrète bronchectasie. Donc, avec le temps, il y a une sorte de cicatrisation. Donc, ça, c'est la première image. Donc, la deuxième image, on voit bien qu'il y a une réduction de la caverne et une accentuation de ces bandes linéaires que nous voyons ici pour, à la fin, aboutir à cette cicatrice fibreuse associée donc à ces opacités linéaires, comme je viens de dire, et on retrouve ici des petites dilatations de branches. Donc, en plus de l'atteinte parenchymateuse, la tuberculose, elle peut donner plusieurs types d'atteintes thoraciques. Donc, il faut toujours rechercher et les mettre dans le contexte pour aboutir au diagnostic. Donc, nous avons des adénopathies, comme on a déjà vu, donc qui peuvent être hilaires, médiastinales. En général, elles sont nécrosées, donc elles ont un centre qui est plutôt hypodense. Elles peuvent être volumineuses, compressives et donner des troubles de la ventilation, comme dans la primo-infection. L'épanchement pleural, donc vous voyez ici sur cette coupe scanographique, donc vous avez ici donc un épanchement pleural, donc dans la cavité pleurale, donc c'est cette hypodensité liquidienne qui peut s'associer d'un épaississement. Donc vous voyez ici le feuillet pleural pariétal et le feuillet viscéral. Donc ces feuillets peuvent être plus ou moins épaissis et évoluer vers les calcifications. La tuberculose peut aussi atteindre le péricarde, donc l'enveloppe cardiaque, et donner soit un épanchement, soit un épaississement, aboutissant à la fin à des calcifications et parfois à une péricardite constrictive. Donc au niveau du rachis, on aura une atteinte osseuse et qui va donner des abcès paravertébraux et une atteinte donc, qui atteint l'os et qui atteint le disque intervertébral. Donc c'est une spondylodicite ou ce qu'on appelle le mal de Pott. Elle est bien sûr mieux étudiée par l'IRM ou à défaut un scanner. Donc voilà pour la tuberculose. Pour les pneumopathies parasitaires, donc le plus important, c'est le kyste édatique, ce que vous connaissez tous, je pense. Donc l'hydratidose pulmonaire, qui est due à un parasite cosmopolite qui est l'Echinococcus granulosus. L'homme étant un hôte accidentel, le poumon est en général la deuxième localisation après le foie.
après l'infection, il y aura une réaction inflammatoire et donc la larve se transforme en vésicule, puis il y a la formation du kyste édatique. Ce kyste comporte une enveloppe ou périkyste et une membrane prolifère fertile. Alors, comment ça va se présenter en imagerie? Donc, sur la radiographie standard, le kyste édatique va se présenter différemment selon qu'il soit rompu ou non. Donc, quand c'est un kyste non rompu, donc c'est une opacité ronde, comme ce qui est schématisé ici, bien limitée, en général unique, mais elle peut être multiple, et donc dans la taille, bien sûr, est variable et donner soit l'aspect de nodule ou de masse. Donc, vous voyez ici, sur cette radiographie thoracique de face, vous avez cette opacité qui est bien limitée, parenchymateuse droite, et là, elle est homogène. Sur cette radiographie de profil, on la voit, elle se projette au niveau du lobe supérieur. Alors, quand c'est un kyste qui est rompu, donc il n'y a plus uniquement du liquide, mais il y a une rentrée d'air. Donc, nous allons avoir une opacité soit avec niveau, comme ce qui est schématisé ici, parfois un aspect de membrane flottante, comme ce que nous avons à ce niveau. Donc, vous voyez ici aussi sur cette radiographie thoracique, cette image, donc avec cet aspect de membrane, donc aspect de nénuphar. On peut avoir l'image en ménisque, si vous vous rappelez. L'image en ménisque, c'était une sorte d'opacité avec un petit croissant gazeux surmontant cette opacité, donc témoignant d'une faible quantité d'air qui est rentrée à l'intérieur du kyste. On peut avoir une image totalement excavée, c'est-à-dire qu'il y a une évacuation de la totalité du liquide et donc l'image ne contient presque plus que de l'air. Quand il y a une surinfection, on peut avoir un foyer alvéolaire avec une opacité excavée au sein de ce foyer alvéolaire. Parfois, si ce kyste édatique se rompt au niveau de la plèvre, donc nous allons avoir un épanchement pleural. Donc l'aspect est différent en fonction de l'importance de la rupture et donc de l'importance de l'air qui est rentré à l'intérieur du kyste et donc de l'existence ou non d'une surinfection. Donc, vous voyez différents types de kystes édatiques rompus. Donc, ici, cette image cavitaire avec un niveau hydroaérique. On ne voit pas de membrane flottante. Par contre, sur cet autre schéma, sur cette autre plutôt image radiographique, nous avons quasiment une évacuation de la totalité du liquide. Il n'y a plus qu'une petite quantité de liquide qui est d'équilibre avec des membranes qu'on voit à ce niveau. Le reste est occupé par de l'air. Mais donc les deux représentent des exemples de syndrome cavitaire. Donc, la radiographie thoracique nous permettra de reconnaître un kyste rompu d'un kyste non rompu. Alors, on peut parfois faire l'échographie. On avait déjà dit que l'échographie n'était pas vraiment l'examen de choix en pathologie thoracique. Mais quand le kyste est de grande taille et qu'il est proche de la paroi thoracique, on peut le voir. Donc, s'il n'est pas rompu, c'est-à-dire qu'il s'agit uniquement d'une poche liquidienne qui est bien limitée. Donc, nous allons le retrouver, vous voyez ici. Donc, une poche liquidienne. Donc le liquide, on sait qu'en échographie, il est noir, il est anéchogène. Donc voilà, donc il est facilement reconnaissable. Par contre, s'il était rompu, donc nous aurions un aspect un peu plus hétérogène avec peut-être même une sorte de niveau en fonction de ce qu'on a dit, de l'importance de la rupture. Au scanner, alors, quand on retrouve une opacité comme celle que nous venons de voir, il faut quasiment toujours faire un scanner pour être sûr est-ce qu'il s'agit d'une masse tissulaire ou d'une masse liquidienne. Et donc, c'est le scanner qui nous permettra de voir cette lésion kystique. Donc, vous voyez ici une coupe scanographique, donc en fenêtrage médiastinal. Après injection de produits de contraste. Donc, vous avez cette masse qui est bien limitée
au niveau du poumon gauche avec une densité liquidienne, donc il n'y a pas du tout de rehaussement. Regardez le rehaussement des vaisseaux. C'est une lésion qui est purement liquidienne, bien limitée, qui correspond à un kyste hédatique non rompu. Alors, quand il est rompu, nous pouvons avoir cet aspect. Donc, vous voyez ici, donc une lésion cavitaire avec une paroi qui est fine, qui est là, voilà, qui est là, un contenu aérique qui est noir et les membranes que vous voyez ici, donc les membranes hydatiques. Donc, le scanner est toujours indiqué pour, bien sûr, authentifier le caractère liquidien de la lésion et éliminer d'autres étiologies de masse pulmonaire. Et parfois aussi, on le fait dans le cadre de la recherche d'autres localisations, puisqu'on avait dit que la localisation la plus fréquente, c'est plutôt le foie. Donc, on peut avoir, en plus des localisations hépatiques et pulmonaires, d'autres localisations péritoniales, par exemple. Donc, le scanner, il cherche les autres sièges éventuels avant d'envisager un traitement de cette lésion. Donc, après l'idatidose, donc, nous avons l'aspergillose. C'est la plus fréquente des mycoses pulmonaires. Le germe, en général, c'est un Aspergillus fumigatus qui n'est pathogène qu'en des conditions favorables d'immunodépression. Alors, il y a beaucoup de formes d'aspergillose. Donc, ce que nous allons montrer ici en imagerie, c'est l'aspect de l'aspergillome, qui est un aspect assez évocateur, mais il y a différentes formes d'aspergillose et qui vont avoir des traductions radiologiques aussi différentes. Donc, nous allons voir l'aspergillome qui survient en général sur une cavité préexistante, qu'il s'agisse le plus souvent d'une caverne de tuberculose ou d'une bronchectasie kystique. Donc, c'est une image cavitaire avec un nodule déclive solide qui est surmonté par de l'air. Et ce qui donne cet aspect en gros lot. En général, c'est une lésion unique. Vous la voyez ici. Donc, une image dense, une opacité dense, surmontée par de l'air, avec donc la totalité de l'image cavitaire. Donc, cet aspect en gros lot est assez évocateur de l'aspergillome. Alors, le scanner, il vient pour un peu confirmer ces contenus denses. Et si, pour encore être sûr qu'il s'agit effectivement d'un amas parasitaire, nous allons faire, comme toujours, un scanner en décubitus dorsal. Donc, sur cette image scanographique, vous avez déjà un poumon gauche qui est rétracté par rapport au poumon droit. Donc, il y a cette image cavitaire avec un contenu dense qui est blanc ici et qui est, si vous voyez, qui est quasiment accolé à la paroi postérieure de cette cavité. Donc, pour être sûr que c'est un amas parasitaire, donc il va être mobilisé. On va faire l'examen en procubitus et vous voyez que ce contenu dense, au lieu d'être accolé à la paroi postérieure, comme dans ce cliché en décubitus dorsal, il va changer de position et aller en position d'équilibre, donc témoignant de son caractère mobile et confirmant l'image en gros lot compatible avec un aspergillome. La pneumocystose. Donc, pneumocystose, c'est une atteinte par un germe qui est le pneumocystis carnier et qui survient le plus souvent chez les immunodéprimés, notamment les VIH. Donc, nous allons avoir à la radiographie thoracique, et encore mieux, bien sûr, au scanner, des images de verre dépoli, puis des opacités alvéolaires bilatérales confluentes qui peuvent s'étendre pour prendre tout le poumon. Parfois, on peut avoir des lésions cavitaires à parois qui sont fines. Donc, voilà un peu pour les différents types d'infections qu'on peut avoir. Donc, infection bactérienne, donc surtout la pneumonie franche lobaire aiguë, infection virale, où l'imagerie n'avait pas un grand rôle jusqu'à ce que le coronavirus vienne de montrer le contraire. Les infections parasitaires, surtout le kyste hédatique, qu'il soit rompu ou non rompu, donc avec des aspects différents. Et
l'aspergillome. Donc, c'est ce que je vous demande un peu de retenir, les aspects des principales pathologies infectieuses, sans oublier la tuberculose, avec ses différents aspects et sa sémiologie qui est très riche. Alors, quand l'infection survient chez un terrain particulier, il faut faire attention. Chez le nourrisson et l'enfant, il y a beaucoup de viroses et de pneumopathies à mycoplasme. Donc, la règle, c'est que quand on a un enfant ou un nourrisson qui fait beaucoup d'infections, il faut rechercher une cause sous-jacente, qu'il s'agisse d'une pathologie malformative ou d'un reflux gastro-œsophagien. Donc, la règle chez l'enfant, quand on a la survenue d'infections répétées, il faut chercher d'abord un reflux gastro-œsophagien et aussi une malformation qui peut expliquer un peu cette répétition des infections. Donc, bien sûr, chez les patients immunodéprimés, nous avons une gravité des infections bactériennes à pyogènes avec la possibilité d'avoir des embolies septiques qui peuvent donner des nodules excavés. La tuberculose va se présenter plutôt en forme de miliaire et d'opacité non excavée et la pneumocystose est fréquente. Donc, le scanner a beaucoup d'indications en pathologie infectieuse. Donc, si la majorité des infections, les pneumonies, les bronchopneumonies, la tuberculose, on peut faire le diagnostic à la radiographie thoracique. Le scanner doit être fait chaque fois qu'il y a une complication, notamment un abcès ou devant une évolution traînante, comme on a dit. Déjà chercher est-ce qu'il n'y a pas une résistance à l'antibiothérapie avant de penser à une pathologie sous-jacente, en l'occurrence un cancer. Quand on a des aspects atypiques de tuberculose pulmonaire, quand on veut faire le bilan d'une hydatidose pulmonaire et quand on suspecte des pneumopathies infectieuses chez un patient immunodéprimé. Donc, en conclusion, les infections sont très diverses et variées. Toujours voir la clinique et bien sûr le bilan biologique aussi, et le corréler à l'imagerie pour arriver au diagnostic et donc au traitement qui est souhaité. Voilà.